De Canal King Télévision, nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail. L'émission Monde du Travail, comme nous ne cessons de les rappeler, concerne les questions liées au travail dans tout le domaine de la vie, dans les domaines de l'agriculture, pêche, élevage, dans les secteurs des syndicats, le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Donc l'émission Monde du Travail intervient dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec un technicien du travail. On l'appelle le docteur du travail. Et vous le connaissez, vous le suivez à tout moment sur le plateau de Canal King Télévision, en train de prêcher, de parler du travail et à tous les niveaux, les solutions, les difficultés, comment faire pour trouver les solutions. C'est le président du syndicat CDT, Confédération démocratique du travail, en même temps coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo, c'est M. Guy Coucou Guedila. Bonjour, président Guy Coucou Guedila. Bonjour, M. Alain. Ça fait quelques jours, vous ne passez pas sur le plateau, les antennes de Canal King Télévision, et je comprends, puisque à tout moment, vous intervenez partout pour trouver les solutions en faveur de vos travailleurs. Aujourd'hui, comme nous les recevons, nous l'avons cherché partout. Nous l'avons trouvé aujourd'hui. Avec lui, nous allons échanger sur les questions brillantes partout. Ici au Congo, l'étation ou l'atation se manifeste partout dans tous les secteurs de la vie. Les enseignants sont en grève, les médecins ont déclenché la grève, et au niveau même des transports, des infirmiers, donc la grogne est généralisée. Et lui, en tant que technicien, en tant que docteur du travail, voilà pourquoi nous sommes venus les trouver pour qu'il explique comment trouver la solution, les solutions à toutes ces tâches-là. Et la première question, nous la posons. Président, vous êtes dans le secteur du travail. Être dans le secteur du travail, vous êtes censé être en tout moment avec le gouvernement, en tout moment avec les ministres du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous, les syndicats, vous, l'intersyndicale nationale du Congo? Quelles sont les relations que vous entretenez avec le ministère du Travail? Oui, merci beaucoup, M. Alain. Je pense qu'avec le gouvernement en général, parce que nous, notre partenaire, c'est le gouvernement en général, hein, bon, bien sûr, il y a peut-être un répondant qui est le ministre du Travail et le ministre de la fonction publique dans le monde du travail, mais les rapports, c'est entre les gouvernements et les organisations syndicales. Et quand on dit gouvernement, il y a le Premier ministre d'abord, mais il y a aussi le chef de l'État, et il y a les ministères sectoriels. Concernant les rapports que nous entretenons, en tout cas, les rapports ne sont pas bons avec le gouvernement congolais. Parce que, vous savez, d'abord, nous venions d'effectuer une mission à Genève. Nous sommes allés représenter le pays. Nous sommes rentrés, ça fait presque 10 mois maintenant, on ne nous a pas payés. Nous nous sommes déplacés à nos propres fins. Nous sommes rentrés, le gouvernement a promis de payer, il n'a pas toujours payé. Et nous avons trouvé la situation au niveau des Genève avec des conflits que la RDC avec les pays voisins et certains lobbies qui travaillent pour cela. Nous nous sommes battus, nous avons défendu les couleurs de la nation, le pays n'a pas reconnu. Nous revenons sur le pays. J'ai écrit en date du 9, à la date du 8 octobre. J'ai l'accusé de réception du 10 octobre. On a écrit au gouvernement pour prévenir que d'ici là, si vous ne faites rien, vous ne recevez pas les représentants des travailleurs, il va y avoir des grèves partout. J'ai écrit et je pense exactement le 13 octobre déjà, la grève dans le secteur du commerce est déclenchée. Et puis la suite, vous la connaissez, il y a eu les transporteurs, les poids lourds, à Matadi, le sac de ciment ici est arrivé jusqu'à $35, dans certains coins $50. Il y a eu la situation avec les médecins, il y a eu les infirmiers, et à la fonction publique aussi, ça couvre
parce que les gens aussi attendent. Il y a les nappes parce que nous avons nos délégués là-bas, les nappes qui nous font rapport, ça couvre aussi là-bas. La tension n'est pas bonne. On risque d'aller dans le secteur. Les enseignants sont allés en grève. Vous le savez, c'est à peine qu'on veut encore. Il y a des réticences jusqu'à maintenant. Bref, les rapports ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que les gouvernements ne respectent pas les partenaires sociaux qui sont les syndicats. Je rappelle qu'à l'époque du Mobutu, à l'époque du parti État, l'INTESA, on l'appelait la fille aînée du MPR, c'est-à-dire de la structure politique qui dirigeait. La fille aînée, c'est-à-dire parmi toutes les structures, la structure aînée, c'était les syndicats. Mobutu a positionné, et il n'y a pas quelqu'un qui a eu une longévité dans le pouvoir comme Mobutu, parce qu'il a compris que d'abord, si vous n'êtes pas en bon terme avec les sociales, avec les représentants des travailleurs, tous ces gens sont capables d'arrêter un gouvernement à un moment ou à un autre. C'était ça, je dis l'époque de Mobutu. Mouzé est venu, on a supprimé les contacts avec les syndicats. Kabila a fait 18 ans, on a supprimé. Le président Félix vient d'entrer, ça fait maintenant 6 ans. Les contacts avec les syndicats n'existent pas. Comment voulez-vous que les choses n'aillent pas dans tous les sens? Parce que dans toutes les sociétés du monde, ceux qui gèrent les frustrations des travailleurs, les gouvernements ne gèrent pas les frustrations des travailleurs. Le gouvernement crée des situations dans sa gestion. Parce que toutes ces grèves sont les conséquences de la gestion de la gouvernance du pays. C'est ça, c'est-à-dire les gens ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui se sentent oubliés par le gouvernement. Il y a des gens qui pensent que le gouvernement ne pense pas à eux. Il y a des gens qui pensent. Mais qui gère toutes ces frustrations pendant tous ces temps? Ce sont les syndicats. C'est l'intersyndicale nationale du Congo. Et dans la fonction publique avec l'INA. Nous donnons des alertes tout le temps. Le gouvernement fait la sourde oreille. Et d'ailleurs, nous avions demandé une audience au président de la République. Jusqu'à présent, on ne nous a pas reçus. Ça fait 2 ans, depuis les mandats passés. Vous continuez à demander pour échanger, rencontrer les numéros 1. On ne veut pas recevoir les gens. Comment ils connaîtront les problèmes? Les problèmes des travailleurs, ce ne sont pas les ministres sectoriels qui posent les problèmes. Vous ne pouvez pas régler les problèmes des gens sans eux-mêmes. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. On dit toujours, quand vous réglez de nos problèmes, si vous êtes sur la table, sans nous, vous travaillez contre nous. Parce que, qu'est-ce qui devait se passer? Nous avions demandé qu'on crée un cadre de dialogue social. À l'époque de Mouzito, on a créé le CPDS. Ça a fonctionné pendant toute cette période. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas eu de grève dans le pays. Parce que les gens, et on a positionné ça au niveau du Premier ministre. Matata Ponyo est venu en 2012 à supprimer. Depuis qu'il a supprimé, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un cadre où le gouvernement peut écouter les gens. Comme s'ils n'écoutent pas, si vous n'écoutez pas les gens, on a parlé du programme du chef de l'État. Pour réaliser cela, il faut qu'on travaille. C'est les mains qui vont réaliser. C'est pas les gouvernements. Les travailleurs. C'est pas les gouvernements. Les gouvernements tracent les programmes. L'exécution sur terrain, ce sont les travailleurs qui doivent exécuter les programmes du chef de l'État. Parce que c'est par le travail. Le programme là, c'est le travail qu'on a programmé. Mais qui fait ce travail? Est-ce que ce sont les ministres qui font le travail? Ce sont les travailleurs, ce sont les fonctionnaires. Mais ces gens-là qui doivent travailler avec le chef de l'État, qui doivent l'accompagner, lui, il ne les écoute pas. Il ne les voit pas. Il ne discute pas avec eux. C'est comme ça, vous voyez, il y a des détournements, il y a de ceci, il y a de cela. Parce que qui va faire remonter? Vous ne pouvez pas demander aux gens qui créent des situations, qui créent des problèmes, de donner des solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Oui, mais Président, je voudrais intervenir à propos. Vous sollicitez, vous demandez l'audience auprès du Président de la République, auprès même de la Première ministre, ou aux instances gouvernementales pour qu'il y ait création de ces cadres-là de dialogue permanent. Mais
Aujourd'hui, nous avons l'intersyndicale nationale de l'administration publique et l'INAP. Et l'INAP n'apporte pas les idératas des agents et fonctionnaires de l'État au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe là? L'INAP ne fait pas l'office de ce dialogue où il y a exclusion d'autres catégories de syndicats, ou je ne sais pas comment expliquer ces cadres-là. C'est ce que j'étais en train de... Je n'avais pas fini, Alain. Ouais. L'INAP, c'est un secteur. L'INAP, c'est un secteur comme les médecins, c'est un secteur comme les transporteurs, les poids lourds, c'est un secteur. Les banques, c'est un secteur. Les secteurs du commerce, c'est un secteur. L'INAP ne représente pas la structure. Mais c'est ce que je disais, l'État, le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Dans ce pays, il y a l'intersyndical englobe aussi l'INAP. Quand je parle de l'intersyndical, je ne me parle pas de l'INAP, parce que l'INAP représente un secteur, l'administration publique. En dehors de l'INAP, il y a les médecins, il y a les infirmiers, les enseignants, il y a les enseignants. Même l'INAP ne les représente pas. Mais nous, l'intersyndical, on les représente. Il y a les para-étatiques, il y a les commerces, il y a les chauffeurs poids lourds, il y a tous les secteurs, il y a les mines, il y a les banques. C'est l'intersyndical qui compte. Et nous faisons des élections, s'il vous plaît. Nous, l'intersyndical, on ne s'est pas autoproclamé. C'est le gouvernement de la République qui a publié les résultats des élections syndicales pour retenir 12 syndicats les plus représentatifs. Résultats publiés par les ministres du Travail. Et on fait les élections dans tous les pays. Pourquoi? Pourquoi on élit les députés nationaux? C'est pour représenter le peuple. Pourquoi on élit les syndicats? C'est pour représenter les travailleurs. Les représenter auprès de qui? Auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, auprès des employeurs, auprès des institutions internationales. C'est pour cela qu'on fait. Alors, on élit les représentants des travailleurs. Vous ne les recevez pas. Et pourquoi vous faites les élections? Pourquoi le gouvernement dit qu'on doit faire des élections? C'est pour, il doit savoir, il doit traiter avec qui. Et il faut qu'on élise les gens qui ont les mandats pour que les gouvernements se mettent à table avec ces gens. C'est ça le but des élections. Ici, il n'y a pas un autre but. Mais nous constatons qu'on fait des élections. Et puis après les élections, personne ne reçoit ces gens-là qu'on a élus. Mais, messieurs, mesdames, pourquoi alors vous organisez les élections? On a organisé les élections politiques, on a les députés. Ils sont où? Ils sont au Parlement. Ils font quoi? Ils siègent. Ils font quoi? Ils parlent au nom du peuple, ils votent, ils discutent avec les gouvernements, ils interpellent les gouvernements, ils parlent avec le président de la République. Pourquoi on doit voter les représentants des travailleurs? Il n'y a personne pour parler avec eux. Le président ne peut pas les écouter. Le premier ministre ne peut pas les recevoir. Les ministres ne peuvent pas les recevoir. Et on se retrouve dans des grèves. Donc, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire les gens ils sont étouffés, tous ils se déversent, et puis l'eau ne coule plus. Voilà la raison pour laquelle il y a des grèves. Bref, il y a des grèves parce qu'il n'y a pas un cadre de dialogue. Je disais, il y en avait à l'époque de Muzito, de Kizenga, on a créé et ça fonctionnait à la primature. Régulièrement, on se retrouvait pour discuter de la situation dans tous les secteurs. Et on arrêtait les décisions, on anticipait des situations, on prévenait des situations, on donnait des solutions. Depuis ce temps-là, 2012 jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Nous nous sommes battus encore. Lors de la 35e session du Conseil national du travail, 2017, on a décidé, les gouvernements, la FEC, Copemeco, l'ANEP, donc tous les employeurs et tous les syndicats, 12 syndicats représentatifs du Congo, ont décidé qu'on doit recréer ce cadre qu'on appelait Haut Conseil pour le dialogue social. Ça ne fonctionne pas, ça ne continue pas. Ça n'a pas été encore créé jusqu'aujourd'hui. Le Conseil national a décidé, il fallait que le Premier ministre, parce qu'à l'époque c'était un homme, il fallait qu'il signe un décret 2017 pour que ce cadre-là puisse naître. Malheureusement, même les ministres du Travail, à l'époque, qui avaient convoqué ce conseil, n'a pas porté cette loi, n'a pas présenté cette loi au Conseil des ministres. C'est ça que j'ai vérifié. C'était avec
je ne sais pas qui était ministre en 2017 du Travail, et tous ses successeurs, Madame Néné Nkulu, Madame Ndoussi, tout ça n'ont pas porté, jusqu'à aujourd'hui le décret n'est pas signé. Donc, il n'y a pas un cadre, c'est-à-dire ça en d'autres termes, pour que tu comprennes, Alain, ça veut signifier quoi? Aujourd'hui, si vous avez un problème, il faut gréver pour qu'on vous convoque. Et vous avez vu vous-même la chaîne, comment ça s'est fait. Vous avez vu la chaîne, comment ça a fonctionné. Le secteur du commerce a fait sa grève, on les a reçus, le secteur des transports a fait sa grève, on a parlé avec eux, les médecins ont fait leur answer, on parle avec eux, les enseignants ont fait. Alors, moralité, ça signifie quoi? Et tous les autres qui n'ont pas fait la grève, ça signifie, c'est une quoi? On dit, vous voulez être reçu, faites votre grève. Il faut une pression. Alors, est-ce que par la grève Or, le cadre du dialogue social évitera tout ça. Le cadre du dialogue social évitera qu'on ait des réunions séparées avec. Pourquoi? Parce que les gouvernements donnent des solutions dans les budgets. On vote les budgets, on prévoit. On met des allocations pour chaque secteur. Alors, quand il y a ce cadre, tout le monde va se retrouver. Ce qui fait qu'au moment de la répartition, le gouvernement sait que non, je ne peux pas donner qu'aux médecins. Je ne donne pas qu'aux enseignants, je dois donner aux fonctionnaires. Et il y a aussi d'autres qui ne peuvent pas faire des grèves. Vous savez, les gens qui sont dans les services de l'ANER, les services de renseignement, les militaires, les policiers, ils ne peuvent pas faire la grève. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas penser à eux? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas penser à eux? Voilà pourquoi dans le cadre-là, on trouve des solutions globales, c'est-à-dire pour tout le monde. Quand on décide le SMIC, quand on a fixé un SMIC, tous les secteurs sont concernés. Donc, on a pensé à tout le monde. Quand on décide les salaires de l'administration publique, tout le monde qui est à la fonction publique est concerné. Donc, ce n'est pas la peine qu'on aille encore voir les médecins parce qu'ils sont fonctionnaires, qu'on aille encore voir les enseignants parce qu'ils sont fonctionnaires, qu'on aille encore voir tous les fonctionnaires. On décide pour eux, la solution est donnée pour tout le monde. Il y a l'équité, chacun a reçu sa part et donc, ça ne vaudra plus la peine que demain les médecins se soulèvent, que les fonctionnaires se soulèvent, que les infirmiers se soulèvent, que les gens de l'ANER se soulèvent, ou la police se soulève. Non, non, on aura résolu et tous ceux qui sont dans les statuts de l'État, on leur applique la solution qu'on a trouvée et on pense à eux dans la structure qui est créée parce qu'il y a un cadre. Et là, l'avantage d'une structure, c'est qu'on fixe les périodes, on dit par exemple tous les 6 mois, on doit se retrouver pour évaluer la situation. De telle sorte que dans l'évaluation, on peut prévenir, non, ces jours-ci, il y a des tensions. Ou bien les pouvoirs, les gens ont perdu leur pouvoir d'achat. Par exemple, aujourd'hui, le SMIC a perdu son pouvoir d'achat de 120%. C'est-à-dire, au moment où on avait fixé le SMIC, c'était $5. Et c'était en francs congolais. Là, c'était depuis 2017 que vous avez négocié ces SMIC et l'application pose problème. Aujourd'hui, le dollar est à 14 000, un peu plus, ou 15 000 francs. Donc, vous voyez ces gens, depuis 2017 à l'an, tous les prix ont changé dans les magasins. Et on ne veut pas changer les salaires des gens. Or, les salaires, ça fait partie du prix qu'on fixe dans un magasin. Mais Président, est-ce que pourquoi ne pas, en négociant ces SMIC, il a fallu que vous puissiez matérialiser ça, où l'application soit en dollars, qu'on paye les travailleurs en dollars, de sorte que quand il y a dépréciation des francs congolais, que les dollars se maintiennent, et puis on continue à payer les travailleurs à ces taux-là en dollars. Mais oui, vous avez raison, Alain. Ça, c'est une approche. Une autre approche, parce qu'il soit en dollars ou en francs congolais, c'est une valeur. Le problème, c'est la bonne foi des acteurs. Même si on les met en dollars, même si on les met en francs congolais. Parce que les employeurs ont allégué que non, nous, on fixe les prix en monnaie locale. Et c'est ce que dit notre loi. Là, le gouvernement a été roulé. Non, ce n'est pas que le gouvernement est roulé. On peut mettre en francs, même les gouvernements, normalement, les taxes de l'État sont en francs congolais, mais francs qu'on appelle francs constants. Le franc constant, c'est-à-dire c'est un franc qui est évolue, parce qu'on l'appelle constant, il change. Hein? Sa valeur constante change. Parce que quand on a fixé à telle année, on se réfère toujours
À la date où on l'a fixé, oui, on les réévalue. C'est pour ça qu'on appelle franc constant. Ce n'est pas ça le problème. Deuxième chose, le SMIC lui-même avait pris les dispositions pour dire que chaque année, dans l'arrêté, le décret du SMIC, c'est dit que chaque année, on doit se retrouver pour évaluer, pour refixer. C'est un mécanisme de correction pour qu'on se revoie chaque année pour fixer. Mais le problème est que les ministres qu'on nous nomme à la tête ne convoquent pas de conseil de travail. On fait 2 ans, 3 ans, 4 ans sans convoquer un conseil. Là, c'est qui devrait convoquer ça? C'est le ministre du Travail qui doit convoquer. La loi dit ceci. La loi, le Code du travail. Chaque année, on doit avoir au moins, je dis au moins 2 conseils nationaux d'État. Chaque année. Mais je te dis, dans l'effectivité, il y a des années où 2 ans peuvent passer. On n'en a même pas un. Un ministre ne convoque pas. Vous faites quoi? C'est dans les prérogatives du ministre. Ce sont ses attributions. Il doit veiller. Et on met un ministre du Travail pour ça. Le rôle d'un ministre du Travail, première mission, les ministères. Je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui dans le gouvernement. Le rôle premier du ministre du Travail, c'est veiller à la protection de la main-d'œuvre nationale. Quand on dit protection de la main-d'œuvre, cela sous-entend son pouvoir d'achat, son travail, la sécurité, sa sécurité au travail, sa sécurité pour son salaire, le pouvoir d'achat de son salaire, la protection de son emploi pour qu'on ne licencie pas comme on veut, son contrat du travail. C'est ça les missions qu'on a données au ministre du Travail. C'est sa mission. Qu'est-ce que tu veux que moi, je puisse dire? Je ne suis pas ministre. Moi, je suis syndicaliste, je rappelle, je revendique. Ma mission s'arrête à la revendication, c'est-à-dire à les pousser à réagir, à les pousser à faire. Mais si malgré la pression, il ne le fait pas, je n'ai pas l'armée. Tout à fait, Président, vous avez raison de le dire. Vous avez déploré ici que vous avez sollicité l'audience auprès du cabinet de chef de l'État, auprès du Premier ministre partant, même l'actuel Premier ministre, et ça n'a pas marché à tous ces niveaux, mais au niveau du ministre du Travail. Depuis que le gouvernement a été promulgué ou publié, est-ce que vous avez engagé les démarches pour que vous puissiez rencontrer l'actuel ministre du Travail? Je peux vous montrer, j'ai une autre lettre qui est là. Ça fait, depuis que le ministre a été nommé, il nous a reçu une fois. Et à cette occasion, il nous a dit que sa porte restera ouverte. Jusqu'à aujourd'hui, sa porte est ouverte, on n'a jamais été reçu de nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, sa porte est ouverte, j'ai demandé, je vous dis, je peux vous montrer la lettre, le demande d'audience. Non, vous êtes en train de les certifier. 3 semaines. Sa porte est toujours ouverte. Nous ne sommes pas toujours. Mais pendant que nous voyons au niveau de la fonction publique, le VPM est en train de recevoir, le VPM Jean-Pierre Lihaou est en train de recevoir les gens à temps et à contre-temps, échanger avec lui, mais pourquoi? Je ne vais pas lui comparer au VPM Lihaou de peur qu'on dise pourquoi il fait comme ça. C'est toi qui es de la presse, tu peux faire cet exercice, tu peux montrer, tu peux. Mais moi, je te dis que nous, on n'est pas reçus. Nous sommes comme orphelins. On n'est pas reçus. Vous êtes des premiers partenaires du travail, premiers partenaires. Tout à fait. Je dis à d'autres temps, avec les ministres, c'était d'ailleurs chaque jour qu'un ministre vous appelle, camarade, est-ce que ça va? Est-ce que pour tel dossier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paie pour les SMIC? Bon, vous aviez dit, c'est comme ça qu'on trouvait des solutions. Vous sentez qu'il y a un ministre qui porte les secteurs, il y a un ministre qui est dans les secteurs, un ministre qui a les dossiers, qui gère les dossiers, qui suit les dossiers, qui vit les dossiers, un ministre qui travaille les dossiers. Vous sentez qu'il travaille, parce que on leur donne des attributions, non? C'est un gouvernement. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Ce n'est pas à moi de dire au ministre ce qu'il doit faire. Un ministre sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il est le ministre du Travail. Et quand on dit ministre du Travail, il doit s'occuper des affaires du travail. Mais dans les secteurs, dites-moi, un pays comme la RDC ici, dans les secteurs du travail, qu'est-ce qui va? On parle de la sous-traitance. Ce n'est pas réglementé.
On parle de l'insécurité, la sécurité sociale. Ce n'est pas toujours exécuté correctement. On parle de quoi ça? Des contrats du travail. Ce n'est pas du tout. Vous êtes en train de voir, vous êtes de la presse, des travailleurs qu'on est en train de fouetter dans tous les chantiers, les Chinois, les Indiens, les ceci, tout le monde. On les séquestre même, on les tape. Les vidéos passent. Il y a un ministre du Travail. Rien n'est décidé. Ce sont des dossiers, sérieux. Ce sont des dossiers sérieux. C'est moi qui te l'ai dit, monsieur. Bon, dites-moi, vous voulez, moi je n'ai pas l'armée, je n'ai pas les pouvoirs, je fais quoi? Dites-moi, comme syndicat, je devais faire quoi? Oui, mais c'est ça, c'est exactement. C'est la raison. S'il vous recevait, vous aurez pu poser tous ces problèmes-là, mais comme non vous dites, seulement la porte est fermée. Mais il doit fonctionner. Un ministre, monsieur, je te rappelle qu'un ministre, on l'a mis à sa disposition toute une inspection du travail. Cette inspection est éparpillée dans toute, donc, c'est à travers toute la République qu'on trouve l'inspection. Toutes les provinces. Il est censé demander et recevoir les rapports tous les trimestres et tous les semestres, y compris les rapports annuels de l'inspection. Un ministre du Travail doit demander les rapports annuels de l'inspection. Dans les pays, qu'est-ce qu'on a constaté dans les inspections? On a mis les inspections du travail dans le code du travail pour permettre à ce que les inspecteurs fassent des inspections, qu'ils constatent des dégâts, qu'ils constatent des problèmes, qu'ils informent les ministres et que les ministres convoquent les conseils nationaux du travail pour régler tous ces problèmes qui sont soulevés pendant les inspections du travail avec les employeurs, parce que les inspections sont faites dans les entreprises et parce que dans les entreprises il y a des syndicats, donc on vient régler ces problèmes. C'est pour cela qu'on a consacré 2 ou 3 ou 4 fois les conseils nationaux du travail par an. Je dis ni l'un ni l'autre, donc rien ne s'est fait aujourd'hui dans ce pays où il n'y a que des problèmes, personne n'est à l'aise, à commencer par Kinshasa, siège des institutions. Tu ne peux pas entrer ici dans toutes les boutiques ici, dans les magasins, dans les alimentations, tu vois ce que tu vois, non? Même les emplois des Congolais, les emplois interdits aux étrangers. Vous allez dans toutes les caisses, vous trouvez les Indiens, les chauffeurs, dans les chantiers, les chauffeurs, ce sont des Chinois, ce sont des ceci. On leur accorde même les dérogations. Est-ce que là, les ministres du Travail ne voient pas ça? Oui, ne voient pas. Va lui poser la question, monsieur Alain, moi je suis syndicaliste, je parle des problèmes des travailleurs. Si tu veux parler du ministre, va le voir, parle de lui. Mais je te dis, ça va mal. Et nous voulons organiser même d'ailleurs une grève générale. Mais là, puisque vous voyez... Vraiment, nous sommes en train d'aller vers une grève générale que nous devons décréter. Mais si une grève générale. L'intersyndicale nationale, personne ne nous entend, personne n'entend. Il faut. Oui, mais fini quoi? Dites-moi. Il n'y a que les secteurs, ce sont les intersyndicales sectorielles qui interviennent actuellement. Nous voyons avec les différentes grèves. Mais quand vous, intersyndicale nationale du Congo, vous décrétez la grève, mais là c'est le pays sera mis à genoux. Mais dites-moi, donne-moi l'autre choix que tu nous donnes, c'est quoi? Je te dis, on veut voir la première ministre pour lui dire ce qui se passe. Dans les entreprises publiques aujourd'hui, il y a des conflits entre les PCA, dans toutes les choses. Ça ne fonctionne pas. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ils prennent l'argent comme ils veulent. La mauvaise gestion. Et qui nomme? C'est le gouvernement. Nous voulons rentrer vers ce gouvernement pour dire, excellence, les gens que vous nommez, on ne les suit plus. Parce que les gouvernements et les entreprises sont devenus les entreprises des partis politiques. Ce n'est plus les entreprises de la République. Comment ça, président? Comment vous pouvez dire que les entreprises sont devenues les entreprises des partis politiques ou des politiques? Comment vous pouvez affirmer ça? Tu veux faire semblant que tu n'es pas au courant de ce que tu ne connais pas ça? Mais là, c'est un peu compliqué. Non, dis-moi. Les entreprises des partis politiques ou des politiques. Tu ne le sais pas? Mais ce sont eux, c'est les partis politiques qui désignent les entreprises publiques.
devaient être les entreprises réservées aux technocrates. Les partis politiques ne peuvent pas mettre leurs pieds dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà au Parlement. Ils ont gagné les élections. Ils sont au Parlement. Le rôle du Parlement, c'est contrôler la gestion des entreprises. Tu ne peux pas, toi qui dois contrôler, c'est toi-même qui gères. Tu vas contrôler qui? Parce que ceux qui sont dans les entreprises, c'est leur parti politique qui les donne. Parce qu'on dit tel ministère, ça appartient à tel parti politique. Et il nomme un ministre, il vient de son parti. L'entreprise qui est dans le secteur, on nomme aussi le DG de son parti. Et demain, s'il faut aller au Parlement, on dit on doit interpeller. C'est lui-même qui est là au Parlement. Donc il fait quoi? Comme ils sont nommés, ils rendent compte auprès des personnes qui les ont envoyés dans ces entreprises. Alain, vous voulez dire. Alain, soyons sérieux. Moi, je vous nomme, je vous désigne pour nous représenter dans la gestion d'une entreprise. C'est moi qui vous nomme. Vous êtes DG. Vous ferez le compte rendu à qui? Non, répondez-moi. Bon, je sais que c'est moi qui réponds aux questions. Bien sûr, mais là, vous m'obligez de vous poser des questions. Parce que ne faites pas, c'est votre pays. Alain, quand tu parles de ton pays, sois sérieux. Quand tu parles de ton pays, sois rigoureux. C'est notre pays. Ce pays, Alain, tu n'auras nulle autre part dans l'univers ici. Tu n'as que la RDC. Si tu traverses même ici en face, à Brazza, on va te chasser. Et tu as combien de fois on a chassé des Congolais ici en face? Tu vas en Angola, on va te chasser. Ton pays, c'est ici. Là où tu dois te battre pour que la situation soit bonne, c'est ici. Là où tu dois te quereller même avec des gens comme nous, c'est ça, nous sommes mal vus. Parce que chaque jour, on prend des paroles, parce qu'on en a assez, on en a marre. On n'entend plus les gens, on n'écoute plus les gens. On crie, on pleure, on dénonce, on parle. Personne n'entend. Chaque jour, Alain, on est avec. Je le vois, je suis dans votre télévision. On parle de détournement. Qui détourne? Ces gens-là viennent d'où? Ce n'est pas des partis politiques. Non, réponds-moi. Ils viennent d'où? Tous ces gens qui détournent là, ils viennent d'où? Ils sortent du syndicat. Oui, Président, nous pouvons aborder également d'autres questions, puisqu'il y en a nombreuses. Et vous avez frôlé le cas de SMIC, dont le protocole d'accord a été signé en 2017. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Depuis un certain temps, vous avez rappelé, interpellé. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez fixer aux téléspectateurs qui sont en train de me suivre, nous sommes arrivés à quel niveau de l'application du SMIG dont vous avez ratifié le protocole? Nous avons eu, il y a une semaine, une réunion à la FEC avec tous les employeurs de la RDC et tous les syndicats représentatifs pour évaluer ce SMIG. Voici le constat. Le constat, c'est celui que je vous ai dit, qu'on doit réajuster le SMIC. On doit réajuster le SMIC parce qu'il a perdu 120% de sa valeur et que normalement, il fallait que le gouvernement refixe. Mais pour que le gouvernement refixe le SMIC, il faut convoquer le Conseil national du travail. Il faut convoquer une commission. Il y a une commission qui siège maintenant. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et que les employeurs sont aussi d'accord. Ça, nous sommes entendus entre nous parce que nous avons créé un cadre bipartite entre les employeurs et les syndicats seulement, parce qu'on constate que le gouvernement ne suit pas le social des travailleurs, n'est pas vraiment très intéressé. Parce qu'alors, on a dit, est-ce qu'on ne peut pas négocier entre nous? Parce que quand il y a grève, c'est les entreprises qui perdent. Et les travailleurs aussi perdent. Parce qu'il y a le pouvoir d'achat. Au lieu de faire des grèves, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Dans cette bipartite, on s'est entendu qu'on doit revoir le SMIC, on doit les relever. Mais les employeurs ont posé un problème. Ils ont dit, nous sommes d'accord. Ils ont posé deux problèmes. Le premier, c'est que la tension salariale, l'écart est trop grand. De 1 à 10, ça suffit. Si on donne même $50 à celui qui est en bas, ou $200 à celui qui est en bas ici, celui qui est là, au fond, c'est $2000 déjà.
Et quand on doit avoir cet écart, on ne règle pas les problèmes du plus petit, parce que les soucis, c'est qu'on doit protéger les plus petits, ceux qui ont les plus... Parce que celui qui a $2,000 ou $5,000, il peut vivre. Il n'a pas besoin qu'on change encore son salaire. Mais effectivement, ils ont reconnu ceux qui ont $150 aujourd'hui par mois ne peuvent pas vivre. Alors c'est pourquoi il dit non, on doit diminuer la tension. Au lieu qu'il soit de 1 à 10, on peut aller de 1 à 4 ou de 1 à 5. Donc on doit les diminuer pour permettre de relever les niveaux de SMIC pour que cela n'impacte pas dans la progression de la tension salariale avec des écarts encore trop grands. Parce que, on a expliqué, nous sommes tous d'accord, quand vous entrez ici à l'alimentation, tu veux acheter une bouteille d'eau, que tu sois sentinelle, que tu sois soldat, que tu sois ministre, que tu sois PDG, oui, tu vas acheter au même prix. Bien sûr. Mais alors, pourquoi les écarts doivent être des salaires et doivent avoir x10? C'est comme si quand vous entrez dans les magasins, le prix de la bouteille d'eau pour les ministres est x10 et le prix de bouteille d'eau pour une sentinelle est -10. Ce n'est pas ça la réalité du terrain qu'on achète au même prix. Sauf qu'on leur donne à eux beaucoup de moyens, ils épargnent, et ceux qui sont là, on ne leur donne rien pour épargner. Alors, il faut trouver un mécanisme pour que les écarts diminuent et qu'on trouve un salaire équitable, que chacun se retrouve, que chacun ait la possibilité d'acheter une bouteille d'eau en ville quand il vient travailler. Ça ne doit pas être la bouteille d'eau, il n'y a que les ministres qui peuvent acheter, les PDG, les directeurs qui peuvent aller acheter une bouteille d'eau, alors que celui qui travaille là peut aussi acheter la bouteille d'eau sans vouloir être un directeur. Donc, c'est cette justice sociale. Deuxième problème qu'ils ont posé, il y a les allègements pour le secteur agricole, agro-pastoral. Le secteur agro-pastoral, il y a tellement, la structure est tellement lourde dans leurs activités, ils ne peuvent pas entrer. Ils ont demandé des allègements fiscaux, que l'État leur facilite certaines tâches. Et l'État le fait même pour les grandes entreprises. Les entreprises qui sont ici dans le secteur même des mines, on leur donne parfois des exonérations dans certaines choses. Pourquoi on ne peut pas donner dans le secteur agro-pastoral? Parce que là, c'est l'alimentaire, c'est direct, c'est dans le ventre de chacun de nous. L'État ne le fait pas. Ça fait, et c'est là où nous sommes bloqués. Même le SMIC n'est pas appliqué totalement, l'évaluation qu'on a faite, et que dans certains secteurs, dans certaines entreprises, le SMIC n'est pas appliqué totalement, parce que, pas seulement parce qu'il n'y a pas des allègements. Parce qu'il y a aussi certains employeurs qui sont de mauvaise foi, ils sont incontrôlés, ils sont membres ni de la FEC, ni de la NEP, ni de COPMECO, ni de l'autre structure des employeurs des petites et moyennes entreprises. Ils ne sont pas membres, ils sont des électrons libres, ce sont eux qui narguent l'État. Et le rôle de l'État, l'État n'intervient pas pour pouvoir les traquer? Mais malheureusement, vous connaissez l'État ferme les yeux, l'État ferme les yeux, et tous ces gens-là, sans ajouter les complicités de protection. Les gens, il y a ceux qui sont dans certains cabinets qui protègent, certains Libanais ici, sont branchés, que ce soit à la présidence, à la primature ou dans un cabinet ministériel quelconque, ils ont des protections. Il y a certains généraux, des officiers généraux qui cautionnent, qui protègent. Donc, tous ces facteurs ont compliqué les équations sociales des Congolais, nos propres frères. Ceux qui devaient les protéger ne les protègent plus. Oui, Président, nous voulons aborder, puisque vous êtes syndicaliste, vous êtes défenseur des agents de l'État, de tout travail d'une manière générale, il y a une situation qui prévaut actuellement à la Société nationale d'électricité SNEL, et il y a une caisse là dite caisse CPRC, caisse rente, passion, histoire comme ça. Canal King Télévision a diffusé les images plusieurs fois. Et si nous vous posons la question, puisque vous êtes défenseur des agents, défenseur des travailleurs, et les violons ne s'accordent pas entre les gestionnaires de cette caisse-là, dite caisse des pensions rentes complémentaires, c'est-à-dire créée depuis 1998, de sorte que les retraités puissent se retrouver, et en même temps, les gens qui sont actifs puissent également se retrouver par des emprunts et puis rembourser. Et depuis un certain temps, les violons ne s'accordent, il y a des tensions vives, à tel point qu'il y a eu une assemblée générale qui a été organisée le 16
le 16 octobre dernier. Et l'option prise a été celle que l'inspection générale du travail puisse établir les procès-verbaux pour prendre une autre dimension, puisqu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu conciliation. Alors, l'inspection générale puisse établir le procès, le PV de non-conciliation pour aller en justice. Vous, en tant que travailleur, qu'est-ce que vous en dites, défenseur du travail, qu'est-ce que vous en dites? Lors de cette assemblée générale, on dit que la SNEL débourse 180 000 $ pour donner, alimenter cette caisse, et on fait également des retenues à la source dans les salaires des agents de la SNEL. Et quand on fait la sommation, vraiment une bagatelle, vous n'avez pas l'idée, et les agents de la SNEL disent qu'ils ne se retrouvent pas. En tant que défenseur des travailleurs, qu'est-ce que vous en dites? Mais tout à fait clair. Mon syndicat, d'abord en tant que syndicat, CDT, mon syndicat était à la SNEL, mais seulement dans la gestion de ce dossier-là, on exclut un nombre de syndicats. Il y a un petit nombre de syndicats qui ont fait des magouilles avec l'employeur. Avec les gestionnaires, ceux qui sont, ils ont formé un petit bloc. Les autres syndicats n'ont pas vu clair. Notamment les syndicats, mon syndicat, la CDT, et nous avons dénoncé, comme tous les travailleurs. Ce dossier doit aller jusqu'au bout. D'ailleurs, en tant qu'intersyndical national, nous devrons nous prononcer sur ces dossiers-là. Parce que cela ressemble un peu à une escroquerie. On prend l'argent des gens pendant des années. Et on a pris pour préparer la retraite des gens. Et que lorsque les travailleurs ont des problèmes, que ce soit comme une caisse qui les aide à régler ces problèmes. Malheureusement, dans le vécu quotidien, ça ne se passe pas de cette façon. Et cet argent a été mal géré et certains individus ou un groupe d'individus s'est retrouvé dans la gestion de cet argent en lieu et place des travailleurs qui ont contribué à cette fin-là. Et je pense que ça ne peut pas, l'impunité dans notre pays est tellement que nous ne pouvons plus accepter. Les maigres cotisations des travailleurs ne peuvent pas être détournées par des individus, on les laisse. Nous soutenons cette démarche de l'inspection du travail et du tribunal au travail. Les gens doivent répondre de leur escroquerie. S'il s'avère, je dis s'il s'avère qu'ils sont escroqués, qu'ils sont dedans, il faut qu'on arrête des gens sur ces dossiers. On doit les arrêter. On ne peut pas jouer avec des petites économies de travailleurs. Vous savez, les dossiers, SNEL a beaucoup de dossiers. Il y a des dossiers de gens qui n'ont pas été engagés depuis des journaliers qui ont fait 15 ans, 20 ans. Et on retient tout le monde. Et ces gens ne se retrouvent pas. Vous voulez qu'on laisse passer un dossier comme celui-là? Je pense qu'il faut, la justice devra intervenir. Comme c'est une affaire d'entreprise, ça sera ce que nous appelons, c'est les tribunaux du travail. On doit saisir les tribunaux du travail et effectivement, nous attendons qu'on fasse un PV de non-conciliation. Dès qu'on aura fait ce PV de non-conciliation, je pense même notre avocat, nous, la CDT, va aller défendre, plaider en faveur des travailleurs. Alors, concernant, puisque à propos toujours de cette caisse CPRC, on dit que, bon, je ne sais pas comment nous avons voulu même que nous puissions inviter un juriste pour qu'il vienne expliquer aux téléspectateurs. On déclare que cette caisse-là, CPRC, était fait privé. Et nous nous posons la question, et nous vous posons également la question, comment expliquer l'entreprise de l'État débourse une telle somme et puis on procède au retenu à la source dans les salaires des agents et l'histoire devient un fait privé. Non, un fait privé, c'est-à-dire par rapport, ce n'est pas une structure de l'État. Mais l'État contribue. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'État ne contribue pas, c'est-à-dire c'est l'entreprise SNEL qui contribue, qui est une entreprise de l'État. Mais un fait privé, ça ne veut pas dire que vous volez, vous prenez. Un fait privé, c'est comme les entreprises sont des faits privés. Mais il y a une loi pour gérer les entreprises. Le monde du travail est réglementé. Parce qu'ils sont travailleurs, la loi les couvre. Ce n'est pas privé. Parce qu'ils sont travailleurs. Tous les actes posés dans le monde du travail ne sont pas privés, sont liés au code du travail. Répondent au code du travail. Et le code du travail réglemente toutes ces choses, que ce soit privé ou pas, mais le code du travail réglemente. Et dès lors qu'ils ont fait ça
sur base de la loi de la République, ça n'est pas privé. Ils répondront. Ça, c'est une allégation qui ne tient pas. Ils répondront de leurs actes. Parce qu'ils ont fait ça, même les syndicats, on ne va pas abandonner les travailleurs. Les syndicats, nous n'allons pas abandonner les travailleurs. C'est leur argent. On doit poursuivre toutes les personnes qui ont détourné et on doit voir clair dans cet argent. Sinon, il doit restituer cet argent-là. C'est clair. Certainement, nous voulons revenir, puisque là, on a frôlé cette matière de votre visite à Genève. Notre visite à Genève, c'était toujours dans le cadre du travail. Vous avez dit là, défendre l'État, comment il est aujourd'hui. Quelles sont les retombées? Non, les retombées sur quel plan? Les retombées, c'est que nous sommes allés défendre la RDC. Vous savez, nous sommes en conflit. Et ce conflit-là, même en matière du travail, ça a des répercussions. Nous avons dénoncé, parce que ceux qui sont à l'Est là sont des travailleurs. Nous, dans des commissions, nous avons défendu les travailleurs. On a dit, même au moment où je vous parle, nous avons saisi, même moi, personnellement, en tant que membre de la saisie, au nom de l'intersyndicat national du Congo, j'ai saisi la saisie, c'est-à-dire la Confédération syndicale internationale, pour que cette question soit inscrite. Les conflits entre le Congo et le Rwanda a les répercussions sur le monde du travail. Dans ce sens que, lorsque on entre dans des écoles, les enseignants sont des travailleurs. Lorsqu'on tue les enseignants dans les écoles, lorsqu'ils entrent dans les hôpitaux, ils tuent les infirmiers qui sont en train de soigner les travailleurs. Ce sont les travailleurs. Ça a des répercussions sur le temps. Donc les répercussions sont telles que nous avons saisi les institutions internationales. Nous, en tant qu'organisation syndicale, à côté bien sûr du gouvernement de la République, qui est en train aussi de saisir les institutions et les États au niveau international. Donc nous, à notre côté, nous avons accompagné l'action du gouvernement en saisissant les organisations internationales qui sont affiliées dans le monde du travail pour que les conflits du Rwanda, on puisse statuer comme on statue avec les conflits à Gaza, en conflit à l'Ukraine. Nous avions demandé que les États doivent être avec nous. Mais vous savez ce que j'ai découvert dans ces dossiers, parce qu'Alain, après Genève, je suis allé dans d'autres pays de l'Europe. Je ne les cite pas pour certaines raisons. Je suis allé, on a mené le lobbying, on a découvert que tout le monde est dedans. Vous vous souvenez quand l'Union européenne a signé un contrat sur le minerai, la vente des minéraux au Rwanda. Vous vous souvenez, dans ce cadre-là, nous avons aussi saisi l'Union européenne, nous en tant que société civile, pour protester. Parce qu'on ne peut pas aller acheter chez les receleurs, chez un voleur, celui qui vient voler. Vous allez acheter chez lui, alors que vous savez qu'il y a un marché de celui qui peut vous vendre. Et là, le travail, les syndicats, nous avons fait un travail formidable que les politiques peut-être n'ont pas fait. Nous avons démontré pourquoi vous voulez aller acheter les minéraux en tuant, alors que vous pouvez l'avoir sans tuer une seule personne. Pourquoi vous allez acheter les minéraux au Rwanda, qui tue des gens pour prendre ces minéraux, alors que vous pouvez venir au Congo sans un seul mort. Calmement. Vous prenez calmement, sans bruit, en respectant les principes, les règles. Pourquoi préférez-vous signer avec les Rwandais, alors que vous pouvez signer avec le Congo et vous avez la même chose et au bon prix? Pourquoi vous devez faire cela? Et nous avons fait intervenir leur société civile dans leur pays. Nous avons fait intervenir leur société civile pour qu'ils fassent pression là-bas. Et je crois que ça pourra donner. Parce que je ne peux pas tout dire ici à la télé, mais nous sommes en train de travailler aussi comme organisation. C'est notre contribution pour notre pays, mais nous l'avons fait sans l'assistance de notre pays. Je l'ai fait sans l'accompagnement de mon pays, sans l'accompagnement de mon gouvernement. Je l'ai fait comme société civile et comme citoyen congolais. C'est ça les drames, c'est ça les malheurs. Alors qu'ailleurs, vous devez les gouvernements accompagnent tous ceux, même la société civile, pour qu'on parle d'un seul langage. Parce que nous, les syndicats, nous ne sommes pas comme les autres ONG ici ou contre gens de la société civile, de opposition, tout ça. Non, nous sommes avec les gouvernements, dans ce sens que c'est notre partenaire.
le gouvernement est notre partenaire naturel. Même si on a des problèmes à l'interne, nous ne pouvons pas transposer ces problèmes à l'extérieur. Jamais. Pas du tout. On aura des divergences avec le gouvernement dans le pays, mais quand on sort au niveau de l'extérieur, on doit parler le langage du Congo, parce que le Congo n'est pas à négocier. L'intérêt du Congo n'est pas lié à un gouvernement ou à un régime. Le régime passe. Kabila, père est passé, Mobutu est passé, Kabila fils est passé, président Félix passera, le Congo restera. Je ne peux pas, moi, prendre la responsabilité d'aller parler mal du Congo parce qu'il y a un régime pour lequel on n'est pas d'accord. Ça, c'est irresponsable. Nous, en tant qu'organisation syndicale, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'être responsable, de discuter avec des acteurs ici au Congo, parce que c'est notre pays. Ce n'est pas le pays ni du président de la République, ni des ministres, ni des gouverneurs. Les présidents, les ministres, ils jouent un rôle. Pas un mandat, ils ont un mandat, ils vont passer. Le Congo, lui, restera. J'ai toujours dit ici, Alain, avec vous, si vous ne soutenez pas le gouvernement, quand on veut construire une route, vous vous détruisez. Vous allez alimenter. On demande qu'on détruise. Les routes que Kabila a construites aujourd'hui, le président Félix passe où? Il passe sur ces routes. Les routes que Mobutu, les villes que Mobutu a construites. Tous ces gens opposants au pas. Demain, ceux qui sont à l'opposition seront au pouvoir. Ils vont habiter où? Ils vont habiter là où le président Félix est en train de construire aujourd'hui. Ils vont aller travailler. Alors, on doit quand même être mature. Nous devons savoir où se trouvent les problèmes et régler les problèmes au lieu de transformer cela comme dans des inimitiés personnelles. Non, une nation ne se gère pas avec des états d'âme. On ne gère pas une nation parce qu'on t'a refusé ceci, on ne t'a pas donné cela comme nous là. Les gouvernements nous refusent nos droits tout le temps. Le gouvernement ne nous donne pas ce qu'il doit nous donner. Il n'y a pas une bonne répartition de la richesse nationale. Mais ce n'est pas cela qui va m'amener, moi, aller prendre des actes de vengeance contre le gouvernement, Non, c'est irresponsable, c'est mon pays. C'est mon pays et je dois parler de mon pays avec responsabilité. Je dois parler des problèmes de mon pays avec égard, avec respect, et parce que je sais qu'après moi, il y aura aussi d'autres citoyens qui ont besoin de ce même pays. Je ne vais pas aller discuter de ces pays pour mon compte, comme fait la classe politique congolaise. Parce que s'ils ne sont pas là, le pays peut mourir. S'il n'est pas au gouvernement, nous, ça fait depuis que le Congo est né. Moi, je n'ai jamais été membre du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas, je suis un acteur moindre? Je ne mérite pas d'être au gouvernement. Je le mérite. Mais si je ne suis pas là, ce n'est pas la fin du monde. Ceux qui sont là nous représentent. Qu'ils travaillent. Tout ce que nous demandons, qu'ils travaillent bien. Et notre rôle, c'est les pousser à bien travailler. C'est les critiquer pour qu'ils voient que ce qu'ils font n'est pas bon. Et qu'ils aillent du bon côté pour nous faire du bien. Merci beaucoup, Président. Nous sommes... donc, la télévision, c'est le temps. Nous avons sensiblement égrené nos minutes. Et vous avez également frôlé cette question, la question des diverses grèves décrétées, et nous prenons les camps d'un secteur sensible, prenons de l'enseignement, en tant que, puisque les enfants sont dans ce secteur-là, les enfants de tout le monde, président de la République, ministre, qui que ce soit, leurs enfants sont là dans le secteur de l'enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de résolution de leurs revendications, de trouver solution à leurs revendications, puisque la grogne est réelle depuis que la rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre dernier. Il y a dysfonctionnement dans ce sous-secteur de l'éducation, ça ne marche pas. Vous, en tant que société civile, en tant que défenseur des travailleurs, et souvent nous vous appelons docteur du travail. Qu'est-ce que vous allez dire pour que la situation soit décantée, si pas comme les enseignants exigent, peut-être une certaine lueur d'espoir? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui, ce que je veux dire... Et au gouvernement et aux enseignants. Non, j'ai beaucoup plus à dire au gouvernement. Les enseignants ne demandent pas trop. Les enseignements sont dans les bons droits. Les enseignements demandent ce qu'ils doivent demander. Le problème, c'est notre gouvernement. Vous savez, Alain, il le dit dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Ce que les enseignants sont en train de demander, ils sont en train de demander justice. Les enseignants sont en train de voir
que les structures politiques, les députés ont des salaires, je ne veux pas parler de leurs salaires ici, ils en ont droit. Puisqu'on parle de $21 000 avec une éventuelle augmentation, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça, tu le sais. Si pas le gouvernement ne l'est pas encore certifié, mais c'est l'opinion qui en parle. Oui. $21 000 avec une forte probabilité d'augmenter ça. Par pudeur, par respect à tout citoyen, qu'il soit ministre ou citoyen ordinaire, qu'il soit député, par respect à eux, je ne veux pas les dire, je ne veux pas citer leur salaire, mais je dis, les enseignants sont en train de réclamer justice parce qu'ils entendent que les députés ont autant. Ils entendent que les ministres ont autant. Ils entendent que dans les cabinets du président de la République, les salaires sont autant. Dans les cabinets du Premier ministre, sont autant. Et tous ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les élèves des enseignants. Tous, du président de la République jusqu'aux derniers qui sont dans des fonctions politiques, sont des élèves des enseignants. Et donc les enseignants sont pour nous tous, même y compris moi-même, ils sont des papas. Ils nous ont éduqués. C'est eux qui nous ont appris comment on parle français. Comment écrire, tenez les stylos comme ça. Comment on écrit, comment on dit bonjour, comment on respecte quelqu'un, comment on doit respecter les pays. C'est eux. La nation leur doit, nous tous, nous leur devons. Nous devons aux enseignants, non seulement le respect, mais le retour de l'ascenseur. Les députés, les présidents de la République, les ministres, les premiers ministres, on doit retourner l'ascenseur vers les enseignants. C'est divin, c'est un ordre divin, c'est un ordre de Dieu. Même dans la Bible, on dit il faut partager ce que vous avez avec ceux qui vous enseignent la parole. Ceux qui vous ont éduqué aussi pour que vous deveniez politicien, que vous parlez français là, très bien là. Ces gens-là, vous devez partager les richesses. S'il y avait des gens qui pouvaient avoir les bons salaires, premièrement dans le pays, ce sont les enseignants. Parce qu'ils sont enseignants de tout le monde. Les enseignants des paysans, les enseignants des commerçants, les enseignants des hommes d'affaires, les enseignants des milliardaires, ce sont des enseignants. Alors, maintenant, le problème c'est que le gouvernement dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais il n'y en a pas assez pourquoi? Il n'y en a pas assez parce que là où on se distribue les peu que nous avons pour le pays, on exclut les autres sur cette table-là. Ils prennent la table seule, ils se distribuent, et quand les autres arrivent, quand les absents sur la table arrivent, ils disent il n'y en a plus pour vous. Alors les gens crient, il y a un scandale, comment il n'y en a pas pour vous? Comment avez-vous pu tout manger vous seul là? Parce que ce que vous mangez, ça passe sur la chaîne de dépenses. Les salaires des députés, les salaires de tout le monde, les frais de fonctionnement, ça passe là-bas à la chaîne de dépenses et c'est public. On appelle ça chaîne de dépenses publique. Donc tout le monde peut y accéder, même ceux que vous pensez qu'ils ne voient pas, ils le voient. Parce que même ceux qui vont passer là, ce sont aussi les enfants des enseignants. Ils sont des élèves des enseignants. Donc la justice doit être faite. On doit leur donner droit. Si à tout le monde on donne, parce qu'à chaque législature, on change les salaires des députés, on change les salaires des ministres, on change les salaires des sénateurs, on change les salaires des membres du cabinet et qui sont dans tous les cabinets de la présidence, du ministère, des gouverneurs. Pourquoi les enseignants doivent être Alain? La justice voudrait que dans ce pays, chaque rentrée scolaire, il y a grève des enseignants. Chaque rentrée. Est-ce qu'on ne peut pas prévenir? Est-ce que c'est un accident? C'est possible de prévenir. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Alain, je dis au mois d'août, à la veille du mois d'août prochain, on va avoir une grève des enseignants. Est-ce qu'on ne peut pas déjà prévoir ça? Qu'on risque d'avoir la grève reviendra parce que ça vient chaque année. On ne peut pas, ne fût-ce que par prudence, parce que gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Donc, je demande à ça. Et aux enseignants, je les félicite. Parce que ce que les enseignants font, Alain, je ne sais pas si tu imagines ce que les enseignants font. J'envoie mon enfant est turbulent à la maison. Je ne sais pas les maîtriser.
je l'envoie à l'école, c'est quelqu'un d'autre qui n'est ni son père ni sa mère. C'est lui qui les prend. Cet enfant-là les dérange, lui les maîtrise. Il est patient. Il s'occupe de son éducation. Et puis il te les renvoie le soir. À la maison, tu dis, mon enfant est venu de l'école. Tu n'as rien fait pour ton propre enfant. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Cette autre personne s'appelle enseignant. Et il mérite ce qu'il mérite là. Devant Dieu et devant les hommes, ces gens méritent ce qu'ils méritent là. Avec tout ce que nous avons dans les pays, avec tout ce que les uns et les autres détournent, avec tout ce... il n'y a rien pour eux. Alain, c'est un problème de justice sociale. Nous devons remettre des équilibres. Voilà pourquoi vous les journalistes, moi syndicalistes, les ministres, les députés, les paysans, tout le monde doit s'allier à la cause des enseignants. Merci beaucoup, Président Gikoukou Guedila. Je rappelle que vous êtes le président de la CDT, en même temps coordonnateur national de l'inter-syndical national du Congo. Les téléspectateurs, vous venez de suivre les échanges et nous avons vidé toutes les questions prévues pour ces numéros de l'émission. Et souvent, je l'ai dit, ceux qui se sentent lésés de tout ce qui s'est dit ici, les portes des canaux King Télévision sont ouvertes. Ils peuvent intervenir dans le cadre des droits des réponses. Nous allons leur accorder ces droits. Et souvent, je l'ai dit, ce n'est pas à nous d'apprécier l'émission, ce n'est pas à nous de juger, c'est à vous, téléspectateurs, d'apprécier. Vous nous avez suivis, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons nous rencontrer la fois prochaine. Merci beaucoup.